Bienvenue à toutes et à tous voilà, pour ce nouveau webinaire voilà, dans le cadre des 50 ans du GRIEPS. Donc voilà, moi je suis Guillaume Secours, donc je suis salarié du GRIEPS et je suis responsable de la région Grand Est. Donc moi je vais juste un petit peu animer effectivement ce webinaire et puis du coup je vais laisser effectivement ma collègue Anne-Sandrine se présenter à vous et puis après je prendrai une petite minute juste pour rappeler un petit peu le petit cadre de fonctionnement pour que voilà, ça se passe le mieux possible voilà, au niveau notamment du son et voilà, que ce soit très fluide aussi au niveau des diapos. C'est à toi Anne-Sandrine. Donc, du coup, Anne-Sandrine Castulo, donc je suis consultante formatrice au GRIEPS et responsable du domaine management et droit. Et de formation, je suis sociologue du travail et des organisations. Voilà. Et je vais Très bien. Très bien. En tout cas, déjà, merci à toi voilà, pour la préparation et puis effectivement pour prendre le temps, voilà, 1 heure sur un temps où tu es aussi en formation, voilà, pour nous parler de cette thématique autour des discriminations et des violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, juste 2, 3 petites choses. Voilà, donc moi je vais couper aussi mes caméras et mon micro. Voilà, donc je vous invite aussi à faire de même. Et puis au fur et à mesure, enfin voilà, Anne-Sandrine a prévu effectivement des petits temps de quiz effectivement, pour que ça soit le plus interactif possible. Et puis si au fur et à mesure effectivement de son intervention, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat et puis on prendra un petit temps après effectivement pour y revenir. Voilà, Anne-Sandrine, donc vas-y, je te laisse la main. Et puis l'idée, c'est que je te pose aussi au fur et à mesure quelques questions aussi au niveau de ton déroulé. Ok. Donc, du coup, le sujet, discrimination et violences sexistes et sexuelles. L'idée, c'est de vraiment comprendre de quoi on parle et de bien identifier. Donc, en introduction, je vais vous proposer donc de flasher le QR code ici. Je vais le mettre en plus gros, s'il veut bien, mais il ne veut pas. Et puis, je vais vous lire deux situations. Et à la lecture des deux situations, vous allez répondre, en fait, par rapport à les propositions qui vous sont proposées, à savoir si les situations que je vous propose sont complètement du ressort du sexisme, oui, mais pas tout à fait, oui, mais très différentes, les deux situations où vous ne savez pas. Donc, première situation, c'est un matin, c'est en salle de soins, un professionnel homme s'adresse à l'infirmière en lui disant « Chérie, tu peux nous faire du café ?» Et tout le monde sourit poliment et l'infirmière obéit. 2 semaines plus tard, un poste de cadre est à pourvoir et ce même professionnel dit tout haut « Je pense qu'il serait intéressant de prendre un cadre homme, car vu l'équipe, ce serait plus intéressant pour gérer l'urgence, une femme serait trop douce. » Première situation. Deuxième situation, c'est un aide-soignant, homme, qui est depuis 8 ans en médecine interne. Il est reconnu par ses collègues. Par contre, on s'aperçoit qu'au niveau du déroulé du planning, il est fréquemment de week-end et il se trouve aussi fréquemment amené à faire des activités de brancardage et des activités de course, alors que ses collègues ne le font pas. Il en parle à son cadre de santé et son cadre de santé lui répond « Tu te fais des idées, c'est le hasard des plannings, on n'en a jamais parlé en entretien professionnel et puis tu n'as jamais exprimé cette réflexion. » Deuxième situation, à votre avis, à partir du QR code, répondez et on va regarder les réponses. Mais je pense qu'il faut que j'arrête le partage pour que ça marche. Ouais. Ah oui. Est-ce que je vais essayer de faire passer le lien, Sandrine, parce qu'effectivement, moi, avec mon téléphone, le QR code est trop petit et du coup, ça
Ça passe pas. J'ai Est-ce que même tu plus as... de barre. Alors, attends, c'est pire Est-ce que que tu... tout. Ouais, alors potentiellement, sauf si ils ont voilà, pris le lien. Tu vois, moi j'ai noté le lien que tu avais mis. Est-ce que tu l'as, le lien de ton forme pour le Non, mettre, parce que je l'ai mis dedans et du coup, il n'est pas de. Et je ne l'ai pas mis, il n'est pas. Puis en plus, j'ai arrêté le partage. Là, je vais recommencer, voir ce que ça donne. Je suis Ah, ok. Et puis désolée. Floriane, effectivement, nous fait part que ça demande une connexion pro. Voilà, moi je me suis connecté via le OneDrive du Grieps. Alors est-ce que Ah, du coup, c'est ça ce qui serait une fait que ça question fonctionne pas? de. Ce serait Bon, une question de. Ah oui, ben ouais. d'accord. J'ai même Microsoft plus mon Pro que j'ai pas. diaporama. Bon, C'est une écoute, catastrophe ambulante, ce truc. En c'est fait, ça a fait sauter mon diaporama. Ben, c'est pas grave, on va le faire ouais, à l'ancienne. on va s'adapter et puis du coup on a bien noté Ouais, parce que les ça deux fait tout situations. sauter, en fait. Allez, c'est pas grave, ça fait partie du direct. Voilà, ça fait partie du direct. Désolée de ce contretemps. Je Donc là, remets le ouais, diaporama. avais Hop. prévu quelque chose au regard des retours du Google Form ou c'était Alors, pour en plus fait, tard? je voulais, au regard du Google, en fait, Ouais. vous gardez votre réponse. Mm. Donc, l'idée, hein, c'est oui, complètement, les deux situations relèvent du sexisme et de la discrimination. Oui, mais elles sont très différentes l'une de l'autre. Ou non, ou je ne sais pas. Voilà. Donc, je reviendrai avec vous par rapport à ce questionnement ensuite. Donc là, l'idée, c'est de... Du coup, je n'arrive pas à Vas-y. partager. C'est une catastrophe, ce truc. Donc l'idée là, c'est d'aller un petit peu plus loin et puis d'être sur les deux concepts hein, que sont le sexisme et la discrimination. Voilà, c'est de rentrer un peu dans le vif du sujet et que tu nous amènes un peu ces éléments-là. Ouais. Ok. Allez, c'est Donc, bien. du coup, j'avais prévu d'autres choses, mais ce que je ferais, c'est que je vous lirai les situations et puis je voulais, et on fera dans le chat puisque ça ne fonctionne pas, le Google Form ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'il veut se mettre en plein… Voilà, Voilà, il parfait. faut du temps. Donc, désolé. Donc, sexisme et discrimination, en fait, c'est une logique commune, vous allez voir, et des formes distinctes. Qu'est-ce qu'on appelle la… Je commence par la discrimination. Parce qu'il me paraît que c'est nous plus simple et ça nous parle un peu mieux. Il y a moins de subtilité. Donc, toute situation de discrimination, c'est quoi? C'est un critère prohibé. Et on va voir qu'il y a 25 critères prohibés qui sont inscrits dans le Code du travail ou qu'on travaille dans le privé, dans le public, dans l'associatif, peu importe, et y compris dans la vie, de tous les jours. Donc, il y a un des critères prohibés auquel on va mettre un traitement défavorable. Donc, un traitement défavorable, c'est-à-dire que soit on va sous-estimer la personne, soit on va oublier la personne, soit on va ignorer, soit on va évincer, par exemple, et un lien de causalité égale à une discrimination. Donc, il nous faut les trois, c'est pour ça que j'ai mis des plus et des plus, il nous faut les trois éléments réunis. La difficulté de la discrimination, c'est que l'intention n'est pas nécessairement requise. C'est-à-dire que la discrimination, on en fait tous au quotidien. Pourquoi? Parce qu'elle est inscrite dans nos fonctionnements. Donc, c'est lié à nos modes de pensée hyper rapides pour décoder la réalité. Elle est liée à nos représentations, elle est liée à nos stéréotypes, elle est liée à nos préjugés. Donc, on n'a pas nécessairement envie de discriminer, mais malgré nous, on le fait. Donc, on peut faire des tas d'actes de discrimination sans le vouloir. Les critères, il y a quatre catégories. Un premier critère qui est sur l'identité et le genre, donc homme-femme. Les identités de genre, c'est-à-dire est-ce que je me sens femme, est-ce que je me sens homme ou est-ce que je me sens indéterminée. Donc, l'orientation sexuelle, hétéro, homosexuel, bisexuel. Dans l'identité de genre aussi, vous avez tout ce qui relève des trans. La grossesse et les situations de famille. Quand tout à l'heure, je vous énonçais, on fait de la discrimination sans le vouloir.
Le fait de nommer dans un entretien d'embauche, Madame, est-ce que vous avez des jeunes enfants, ou Monsieur, est-ce que vous avez des jeunes enfants, c'est de la discrimination. Dire à une femme, est-ce que vous souhaitez encore avoir des enfants et donc envisager des grossesses, c'est de la discrimination. Alors, ça se voit de moins en moins, mais ça se voit encore. Donc, du coup, c'est la discrimination, elle est au quotidien et elle est profondément culturelle. Deuxième catégorie, l'origine et l'appartenance. Donc, l'origine, d'où on vient, ou ce qu'on préjuge. Là, on le voit bien, il y a eu un sondage dernièrement où, en fait, la population française, d'après le sondage, assimile la couleur de peau et le fait d'être émigré. Ça, c'est de la discrimination d'appartenance et d'origine. Puisque le propre de la société française est d'être mélangé et bigarré, et du coup, on peut avoir des personnes qui ont des noms de famille différents, avec des sonorités très différentes, pour autant, ils sont complètement français. Discrimination aussi de nationalité. On va en fait construire à partir de nos préjugés et de nos représentations une catégorisation. L'appartenance ethnique, bien évidemment, de la même manière, la langue, les lieux de résidence, les domiciliations bancaires. Lieux de résidence, par exemple, pour vous prendre des choses très communes, les ruraux et les urbains. Les grands urbains et les ruraux qui sont au fin fond de la campagne. La domiciliation bancaire, et pour pouvoir faire un ensemble d'actions comme refaire ses papiers, louer un appartement, etc., à chaque fois, on vous demandera une domiciliation bancaire. Du coup, c'est une discrimination, par exemple, pour les personnes qui sont sans domicile fixe ou les personnes qui ont connu des situations d'errance ou de vulnérabilité. Situation, donc troisième catégorie, santé et situation, donc le handicap, là on voit bien, hein, ça on le voit de façon systématique, puisque la première discrimination, c'est la discrimination à l'emploi et à l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. L'état de santé, l'exemple, par exemple, de l'état de santé, je vais prendre ce qui s'est passé avec les personnes qui avaient le sida. À partir du moment où tout a été nommé comme façon d'être contaminé par le sida, pour autant, on les a mis de côté, pour autant, on leur a pas permis d'avoir l'accès à l'emploi ou même au logement. Et donc, ça, c'est de la discrimination. Tout ce qui est caractéristique génétique, par exemple, si on prend les personnes qui peuvent avoir, qui peuvent ne pas avoir de pigmentation, par exemple. La perte d'autonomie, c'est une discrimination aussi, hein, le fait d'accéder. Et puis, la vulnérabilité économique et l'âge. Donc, on voit qu'en fait, de nombreux critères très communs, très faciles, ou quasiment sous chaque critère, on peut avoir tout un chacun une petite anecdote ou une situation à dire qu'en effet, où il y a eu un préjudice pour la personne en termes d'accès, par exemple, au logement, d'accès au travail, d'accès à la mobilité. Et puis, la dernière catégorie, c'est tout ce qui relève des opinions politiques, des convictions religieuses, de l'activité syndicale, de l'apparence physique, du patronyme et des mœurs. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fait je dirais, ce qui va définir le périmètre de la discrimination. Donc, je rappelle, je reviens en arrière, la discrimination, donc c'est un critère prohibé dans la ligne des 26, un traitement défavorable. Je prends caractère prohibé, discrimination par rapport à la domiciliation bancaire. Un traitement défavorable, je ne peux pas prendre votre dossier pour accéder à l'emploi. Lien de causalité, je n'accède pas à l'emploi, par exemple, ou au logement. Donc, du coup, pour que vous compreniez la logique. Et c'est à chaque fois, ça se fait de manière, donc c'est toujours plus. Et c'est pour ça que c'est compliqué de travailler sur la discrimination. Et la discrimination, c'est ce qu'on appelle, elle est sur l'exemple de l'intersectionnalité. Donc, un gros mot, mais un concept fondamental. L'intersectionnalité, c'est le fait que, en fait, on n'est pas essentialisé en tant qu'homme ou femme, en tant qu'individu, on est toujours à la croisée de différentes situations. Donc, la discrimination, pour la comprendre, si on prend que la dimension âge, ça n'a pas de sens. Mais si on prend âge,
plus femme, plus pas de bagage universitaire, plus personne seule avec enfant, bon là je la charge, mais c'est ça l'idée, voyez. Du coup, à chaque fois, c'est ça l'intersectionnalité. Ça veut dire que si, en effet, ce ne serait pas dramatique la dimension de l'âge par rapport à l'accès à l'emploi, si cette femme se retrouve avec un bagage universitaire, si cette femme se retrouve dans une communion de vie, et si cette femme se trouve sans enfant. Donc, ça va minorer les choses. Donc, du coup, exemple, par exemple, femme et origine étrangère, ou soignant et situation de handicap plus sage, ou femme médecin grossesse, etc. Donc, en fait, c'est l'intersectionnalité, c'est ce qui va faire qu'on va faire plus avec des tas d'événements où, en fait, on va avoir une exposition aux stéréotypes de compétences, de légitimité, d'autorité. Sur mes exemples, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va considérer que la personne n'est pas apte à faire, ne peut pas accéder, n'a pas le droit d'accéder, ne peut pas exercer. C'est-à-dire que du coup, la discrimination, notre lecture sociétale à tout à chacun, parce que vraiment, on est tous dans ce cadre-là, c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va considérer que la personne ne peut pas. Et du fait qu'elle ne peut pas, eh bien, on se met dans des phénomènes de discrimination. Concernant le sexisme, on va se retrouver c'est une discrimination de genre. Par contre, c'est quelque chose qui va s'ajouter à la discrimination et aux 25 critères et qui va avoir quelque chose de particulier parce qu'il va avoir son propre code de fonctionnement et son propre cadre légal. Donc, en fait, la base, c'est le sexisme inconscient. Vous voyez, le truc tout bête, mais sexisme inconscient, c'est qu'on dit un homme ne peut pas faire deux choses en même temps. Ça, c'est considéré comme du sexisme. C'est les blagues débiles sur les blondes. Vous voyez, c'est ça le sexisme inconscient. C'est-à-dire que du coup, c'est le sexisme du quotidien qui perdure et qui est propagé par un mode de fonctionnement du quotidien. Donc, c'est tout ce qui est autour du stéréotype. Et ce qui est intéressant, c'est les stéréotypes essentialisés. Je reprends l'exemple de la blonde. La blonde, tout le monde voit une femme, et en fait, ce n'est pas en tant que femme, c'est la blonde. Elle est essentialisée à son statut de blonde. Du coup, on va aussi être sur tous les biais cognitifs que l'on a dans le quotidien et qui nous permettent de répondre à la réalité auquel on est confronté tous les jours, mais d'un autre côté, qui biaisent nos rapports aux autres et qui, du coup, peuvent amener des propos de sexisme ou des attitudes de sexisme inconscient. Donc, il est totalement intériorisé, donc très difficile à combattre, mais on verra qu'on peut faire des choses. Le sexisme ordinaire, ça va être... exemple, là, j'ai mis surnom paternaliste. Vous voyez, oh, ma puce, ma chérie, ma mignonne, mon mignon, les filles, les gars. Bon, on dit tout ça. Les filles, les gars, vous voyez, on le dit tous. C'est aussi le sexisme ordinaire, c'est oh ben, elle est enceinte, donc elle ne peut pas prendre le poste là. Oh ben, elle a des enfants bas âge. Ou il a des enfants bas âge, il ne peut pas. Ou c'est un papa qui est très impliqué dans l'éducation de ses enfants et qui va du coup organiser ses horaires en lui disant la journée est déjà finie, tu pars à 16h30. Et on lui fera des remarques. Alors qu'on ne fera pas une remarque, par exemple, à une femme. Donc, c'est ce sexisme ordinaire, il est banalisé, il est dans nos quotidiens. Le sexisme ordinaire, il interroge la façon dont on doit voir et accepter l'évolution de la société et les rapports hommes-femmes et les fonctionnements hommes-femmes. Il y a une ligne du coup de flottaison où le sexisme ordinaire, le sexisme inconscient, ça fait mal, mais ça va pas nécessairement, mettre à mal la personne qui le subit. Et c'est pour ça qu'il y a une ligne d'acceptabilité, une ligne de flottaison, qui sont les comportements explicites et les agissements plus graves. Donc, les comportements explicites, c'est
alors je vais vous prendre l'exemple, parce que je pense que ça vous parlera. Trump, dernièrement, lorsqu'il a eu son interview avec une femme journaliste, et l'a traitée de tous les noms, et lui a dit qu'elle était débile, et lui a dit qu'elle ne savait pas travailler, et lui a dit, etc. Bah, c'est ça. Le comportement explicite, c'est-à-dire, c'est que j'ai aucune barrière et j'y vais à fond. Et je dis des propos non seulement discriminants, mais insultants, et du coup, je vise l'humiliation. D'accord? Donc, je vise à rabaisser l'autre. Bien évidemment, par rapport au caractère soit féminin, soit masculin, et donc par rapport à la dimension genrée, et donc au sexe. C'est les blagues à répétition, voilà. C'est aussi tout ce qui peut être autour de l'attitude corporelle, de sourire, de s'habiller comme ci, etc. Et je dirais la dernière strate, c'est les agissements graves qui relèvent du pénal. Donc là, on ne rigole pas. C'est tout ce qui relève du harcèlement sexuel. Donc du coup, c'est la preuve que quelqu'un a reçu de façon répétée, de façon explicite, des atteintes à son intégrité. C'est la discrimination à l'embauche ou à la promotion du fait de propos sexistes. Donc, c'est une femme, elle est enceinte, elle ne peut pas être promue. Voilà. Et l'agression sexuelle, ça va être très simple. C'est à partir du moment où on vous touche au-dessus des genoux. Il ne faut pas toucher les seins, la bouche, le sexe, les fesses. Donc, je dirais de la tête aux genoux, il ne faut pas que vous soyez touché de façon explicite. Donc, une agression sexuelle, c'est par exemple dans un ascenseur, des personnes qui, de façon systématique, vont mettre malencontreusement la main sur la fesse de l'un ou de l'autre. On est bien d'accord, c'est aussi bien féminin que masculin. C'est l'intégrité de la personne, peu importe son sexe. Donc voilà. Ce qui veut dire que on a un arsenal pour les agissements graves, mais pour tout le reste, c'est à nous d'agir au même titre que la discrimination pour réguler nos rapports entre nous. Donc, ce qui est à retenir, c'est que discriminer, c'est toujours traiter quelqu'un moins bien à cause de son genre, son origine, son handicap, et non à cause de ce qu'il fait. C'est-à-dire que ce n'est pas l'acte posé qui va faire qu'on va discriminer. Ce qu'on va discriminer, c'est le fait qu'une personne ait quelque chose. On va du coup l'essentialiser sur son genre, son origine, son âge, son handicap, etc. Et ça, dans les établissements de santé, avec un grand S, santé, médico-sociaux, sanitaires, sociaux, c'est un mécanisme qu'on cache souvent derrière des rationalisations. C'est-à-dire que c'est les petites histoires qu'on va dire, ouais, mais t'inquiète, il n'a pas fait exprès, mais non, il blague, mais non, machin. Ben non. Ce qui aujourd'hui, la société veut porter que il y a des choses sur lesquelles on ne blague plus. Qu'on peut dire, on peut blaguer, mais peut-être pas en amenant des critères discriminatoires ou des critères sexistes. Voilà. Et du coup, ça ne change pas la nature juridique des faits, puisqu'en effet, les faits sont juridiquement répréhensibles. Voilà. Donc, j'avais prévu, mais du coup, ça ne marche pas, donc on oublie. Donc, j'avais prévu quelques petites situations pour que vous arriviez en fait à bien comprendre qu'est-ce que c'est le sexisme et qu'est-ce que c'est la discrimination. Donc, je vais vous lire une petite situation et puis vous allez me mettre du coup ce à quoi vous pensez, si c'est de la discrimination ou du sexisme. Exemple, un cadre de santé dit à une nouvelle infirmière, vous verrez avec les médecins ici, il faut savoir se faire respecter. Les femmes ont parfois du mal. Alors, est-ce que c'est une discrimination ou est-ce que c'est une remarque sexiste? Je te fais un retour, Anne-Sandrine, au fur et à mesure via le chat. 4, 5 réponses sexisme. 6e aussi, 7e aussi, 8e, 9e, 10e, 11e. Tout à fait.
il y a deux autour de la discrimination, pardon. Alors, en fait, c'est vraiment du sexisme. Et où c'est, vous voyez, où c'est déguisé. Et du coup, c'est le deuxième niveau de sexisme par rapport à ma pyramide. Du coup, je peux aller sur ma pyramide. Donc, quand tu veux. Oh là là. Bon. Ça ne marche pas très bien, ce truc. J'arrive. Ben maintenant, il est bloqué. C'est reparti, mon kiki. Il ne faut pas le bouger. Hein. Ah, ça y est. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur la pyramide. Ouais. En fait, c'est du sexisme et c'est ce qu'on appelle du sexisme ordinaire. C'est-à-dire que là, des remarques. Alors, les illustrations que j'ai faites, c'est des amalgames de ce que je peux rencontrer. C'est exactement ce genre de réflexion qu'on peut avoir. C'est-à-dire de dire, ben voilà, ici, il faut se faire respecter des médecins. Moi, combien de fois j'entends les infirmières qui disent, ben, tu sais, les internes, il faut qu'on leur apprenne comment on travaille. Mais dans le sens où on va les dresser, quoi. Ben, ça, c'est du sexisme. Deuxième situation, un brancardier d'origine africaine demande à participer à une formation et à chaque fois, il n'est pas envoyé alors que ses collègues le sont. C'est quoi? Allez, je laisse un petit peu le temps de répondre. Ouais. Donc là, ouais, on est sur discrimination sur les 10, 12 personnes qu'on commence voilà, à ça, alors c'est facile, c'est de la encore. discrimination. Mais du coup, ça peut être vécu comme une discrimination si c'est pas expliqué, parce que ça se peut que derrière c'est expliqué. C'est-à-dire que cette personne-là, si vous lui donnez tel que je l'ai donné la situation, il peut dire, ben, avec ces faits-là, c'est une discrimination. Par contre, si vous expliquez que en fait c'est chacun son rôle, que ça s'explique par rapport au nombre de places, etc., etc., bien là, ce ne sera pas de la discrimination si vous pouvez prouver qu'il est dans la ligne, dans la file d'attente d'accès à la formation. Un autre, quelque chose de commun, une secrétaire médicale en situation de handicap, reconnue RQTH, demande un aménagement de son poste. Sa demande est ignorée pendant 6 mois. Est-ce une discrimination? Je laisse un petit peu répondre. Ouais, donc là, ouais, discrimination. Oui. Et là, il y en a le code du travail. L'employeur a une obligation légale d'aménagement raisonnable du poste. Donc, ça ne veut pas de lui dire de lui proposer une Rolls-Royce, hein, mais raisonnable. Et il doit le faire dans un temps raisonnable. Voilà. Donc, en effet, si ce n'est pas fait au bout d'un certain temps, ça peut être reconnu comme une discrimination. Une dernière, une aide-soignante d'origine étrangère enceinte est exclue des réunions d'équipe et affectée aux tâches les plus physiques pour son bien depuis l'annonce de sa grossesse. Est-ce une discrimination? Ouais. Alors, il y a discrimination, il y a 2-3 réponses aussi autour du sexisme. Voilà, j'en profite. En fait, c'est les deux. Là, on va avoir une situation, ouais, voilà. Excuse-moi, Sandrine, il doit y avoir une personne qui est connectée, qui a son micro ouvert, et effectivement, on entend du bruit un petit peu derrière, donc ça peut gêner effectivement ce que tu peux nous dire. Donc, si vous avez la possibilité de couper votre micro, voilà, habituellement, moi, je suis en mode animateur, mais là, je suis en invité, donc du coup, voilà, super, merci. Vas-y, Anne-Sandrine, pardon. Oui, du coup, non. Alors, en fait, cette réponse, elle a les deux. C'est-à-dire qu'en effet, il y a la discrimination de par la grossesse. On a vu que c'était un critère. C'est un item parmi les critères. Et on peut aussi dire qu'il y a du sexisme du fait qu'elle soit essentialisée en tant que femme. Donc, du coup, et puis, là, c'est l'exemple même de l'intersectionnalité. C'est-à-dire le contexte dans lequel elle est va cumuler ces effets sexistes et discriminatoires. Donc, pas si simple que ça, hein, c'est de traiter la discrimination, c'est pas quelque chose qui va de soi parce que c'est assez fin. Alors, qu'en est-il alors maintenant, Anne-Sandrine, au niveau du cadre légal? Alors, oui, si je veux. Plus jamais on remet. Attendez, excusez-moi, je recommence parce que j'arrête le partage parce qu'il n'aime pas Forms. Hein. Il n'aime pas du tout, il se coince. Ça fait un peu planté. Après, tu me diras, éventuellement, je peux
Je peux peut-être partager aussi mon écran si Ouais, ça. bah, peut-être que partage-toi, ce sera plus facile. Alors, Parce que là, moi, il redémarre à 0. C'est une horreur, ce truc. Bon, il n'y en a plus après. Donc, désolé pour ces contretemps et ces soubresauts techniques. allez, c'est Mais parti. tu partages du coup, Guillaume? Ouais, Ouais. voilà. Donc tu me feras la bascule et du coup le chat, je le vois pas trop, mais on y arrive. Oui, Hop, on y arrive. Ouais, on va y arriver. Oh là 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 là. voilà. Donc, du coup, d'un point de vue légal, en fait, on a tous les textes qu'il faut. C'est assez intéressant. Il y a, au mois de février, les sénateurs ont fait une commission d'enquête pour savoir si légalement il y avait tout ce qu'il faut pour garantir la protection des travailleurs en termes de sexisme, de discrimination et de santé au travail. Et l'ensemble des chercheurs qui ont témoigné dans cette commission ont commencé à dire aux sénateurs, arrêtez de donner des lois supplémentaires ou faire des décrets complémentaires ou des arrêtés. Il y a tout ce qu'il faut. Notre boulot, c'est de faire en sorte que les trois parties qui sont concernées par la discrimination et le sexisme s'emparent du droit et le font appliquer. C'est-à-dire l'employeur, les employés, donc l'ensemble des salariés sont acteurs pour éviter la discrimination et le sexisme, et bien évidemment la justice. Donc, oui, on vous le mettra à disposition, il n'y a pas de souci pour ça. Donc là, moi, j'ai repris que l'essentiel pour vous planter le décor. Donc, ce qui est interdit, c'est toute discrimination. Donc, déjà, première chose, c'est que l'employeur, quel qu'il soit, a une obligation de protection. Donc, il doit impérativement, alors il doit, c'est facile, hein, il n'y a qu'un faucon, mais il doit mettre en œuvre des mesures au sein de son établissement qui vont protéger l'ensemble des personnels, y compris, je dirais, la direction. Ce sont aussi des personnels de la structure. Donc, ça concerne aussi bien les personnels de la direction, les médecins, les paramédicaux, tous les personnels non médicaux, les personnels médicaux, la logistique, etc. Ça concerne tout le monde. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'en effet, on a bien un point précis sur la question du harcèlement et sur la discrimination sexiste. Donc, d'un côté, on aura ce gros volet de la discrimination et on aura des choses, des textes bien précis sur tout ce qui est harcèlement. Et on a notamment le texte de 2021 qui reclarifie qu'est-ce que c'est le harcèlement, qu'est-ce que sont les discriminations, qui oblige de mettre en évidence ces deux manifestations dans le document unique sous l'onglet des risques psychosociaux. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a des fonctionnements spécifiques dans les établissements qui vont favoriser, malgré nous et malgré la bonne volonté des professionnels, des fonctionnements sexistes et des fonctionnements discriminants. Voilà, en dehors de nos schémas de pensée et culturels. Donc voilà pour ce qui est de la comment je dirais, du droit. Je vous le fais très, très rapidement pour que vous compreniez bien que il faut s'en saisir, quoi. Tu peux passer à celle d'après ? Bien sûr. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre sur le droit, c'est l'action de l'employeur. Et comme je l'ai mis, c'est briser le continuum et l'obligation d'agir. Donc, du coup, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est exactement la même démarche que pour toute prévention de risques professionnels. On peut considérer que la discrimination et le sexisme sont des risques professionnels auxquels on est exposé. Donc, c'est mesurer et sensibiliser, voir s'il existe des choses qui relèvent de la discrimination et du sexisme, sensibiliser pour que les personnes puissent identifier aussi, c'est former les équipes sur l'ensemble de ces événements pour savoir de quoi il s'agit, et après, c'est favoriser tout un schéma de remontée des incidents
peut-être qu'il ne soit pas noyé dans les fiches d'événements indésirables ou dans les fiches violence, parce que certes, c'est de la violence, mais ce n'est pas la même chose. Et puis, sécuriser les remontées, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un va venir déposer soit sa situation personnelle, soit faire le porte-parole d'un collègue qui n'est pas en capacité de s'exprimer, et bien que l'ensemble de ses propos soit soit déjà entendu, et puis aussi qu'il y ait vraiment une enquête pour comprendre ce qui se passe, pour voir de quelle manière agir et de quelle façon, et puis la proportionnalité aussi de l'action de l'employeur et des parties prenantes. Donc voilà pour ça. Alors, les spécificités quand même, c'est qu'on va retrouver encore comme particularité le handicap, le genre, l'âge et la religion. Pourquoi? Parce que en fait, sous chacun de ces critères, on va avoir un critère, comment je dirais, une obligation légale spécifique. Donc, pour le handicap, c'est l'obligation de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes en situation de handicap qui aient accès à l'emploi, donc l'obligation des 6%. C'est l'aménagement raisonnable des postes de travail, donc du coup, c'est limiter la discrimination du rejet de l'emploi ou de la perte d'emploi. Alors, on dit bien raisonnable, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas besoin d'une Rolls-Royce ou d'une Ferrari, hein. C'est faire en sorte que les gens puissent travailler dans de bonnes conditions, à la hauteur de leur handicap, donc maintenir dans l'emploi. On retrouvera cette idée de maintenir dans l'emploi, y compris pour les personnes avec une discrimination par âge, de l'âge. Et puis, donc, du coup, il y a la sanction. Sur le genre, bien, du coup, c'est la question de l'égalité homme-femme. C'est faire en sorte que les hommes et les femmes aient le même salaire, que les femmes ne soient pas pénalisées par leur temps partiel, qu'elles ne soient pas pénalisées par leur grossesse, qu'elles ne soient pas… Bon, alors ça avance parce qu'il y a eu des obligations légales, il y a vraiment un travail. Mais par contre, où ça marche pas, où ça avance pas beaucoup, c'est sur les promotions. On voit que nos fonctionnements, alors conscients et inconscients, hein, font qu'on va plutôt promouvoir un homme qu'une femme à poste égal et qu'on sera moins exigeant vis-à-vis d'un homme en termes d'expérience et de diplôme par rapport à une femme. Donc ça, c'est des schémas de pensée, hein. Parce que foncièrement, homme ou femme, si les deux postulent, c'est qu'ils sont en capacité de le faire. Ils ne le feront pas de la même manière parce que l'un et l'autre sont différents. C'est des individus différents, mais a priori, ils ont les mêmes compétences. Donc ça, c'est mieux, mais vous voyez, il a fallu passer par la loi encore avec les scores d'égalité professionnelle et les obligations pour les employés, pour les entreprises de faire des accords égalité professionnelle. Pour l'âge, l'obligation d'un accord senior pour les plus de 300 salariés. Donc, du coup, là, c'est pareil, c'est maintien dans l'emploi, garantir la continuité de formation, etc., etc. Alors, on fait un gros focus à l'heure actuelle sur l'accès à l'emploi des seniors. Donc, des personnes… Alors, ceux qui posent problème réellement, c'est les plus de 55 ans. Sachant qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on tienne jusqu'à 67 ans, donc on a 10 à 12 ans. Hein. Alors oui, y compris dans la fonction territoriale, je l'ai vu passer. Voilà. En fait, ce qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est que ce qu'on soit privé, public, alors ça s'applique. C'est-à-dire que les obligations s'appliquent. Alors après, avec des singularités, parce qu'il y a les singularités du code de fonctionnement, des conventions, etc. Mais ça s'applique. C'est-à-dire que du coup, l'État, la territoriale, le département, la région, a cette obligation aussi. Et puis, petite sur l'âge, la principale catégorie d'âge qui est discriminée à l'emploi, ce sont les jeunes. Et notamment l'accès au premier emploi. Et ça, c'est Dominique Méda, qui est une sociologue du travail, qui l'avait déjà démontré au moment où elle était directrice de la DARES et qui continue aujourd'hui dans ses travaux de recherche universitaire, où elle montre bien que les discriminations, elles sont aux deux extrêmes, c'est-à-dire les jeunes et les plus anciens. Et évidemment, avec les vulnérabilités qui sont de ne pas avoir de formation, que ce soit des jeunes sans formation ou que ce soit des personnes plus âgées, plus de 50 ans, sans formation.
Donc, et là, on va voir encore l'intersectionnalité, c'est-à-dire que dans l'accès à l'emploi, on va avoir que ceux qui sont les plus discriminés, ce sont des femmes sans formation qui auront plus de difficultés à être dans l'emploi. Alors là-dessus, vous y ajoutez le fait qu'elles puissent avoir des signes identifiés où on leur apparentera une discrimination de nationalité, etc. Là, ou d'origine, ça ne fait que ajouter. Et le dernier, le principe de neutralité. Donc, le principe de neutralité pour les agents de la fonction publique, bien évidemment, très intéressant, ça ne s'applique pas aux patients ni aux familles. Par contre, la laïcité ne justifie pas, par exemple, la refus de soins. Donc, du coup, là, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez prégnant, la question de la religion ou du coup des systèmes de croyances des uns et des autres avec la façon dont on va discriminer soit des professionnels, soit des patients ou des usagers, parce que des systèmes de croyances vont s'affronter et vont provoquer de la discrimination qui est lue au nom de notre fonctionnement sociétal, qui est celui de la laïcité de la République. Voilà. Donc, d'autres circonstances, peut-être que ce serait différent. Donc, ce que je voulais appuyer aussi, c'est la protection absolue des victimes et des témoins. Sur les schémas de recours, je commence par ça parce que pour moi, c'est ce qui est vraiment très important, c'est que peu importe qu'on soit victime ou témoin, ou qu'on soit, on accompagne son collègue, on accompagne son ami qui vit une situation comme ça, on accompagne son compagnon, sa compagne, il y a une obligation de protection des témoins et des victimes. Donc, les premiers à sortir du feu de la situation, ce sont ces deux personnes-là. Donc, le recours, à chaque fois, dans les voies internes, ça va être des choses traditionnelles. On va retrouver bien évidemment, alors référent harcèlement, si vous en avez un dans votre établissement, à minima, la DRH ou le service RH ou le référent RH, puisque c'est lui qui doit mettre en œuvre et faire vivre cette politique RH, puisque là, comme c'est des risques professionnels, c'est du ressort du périmètre des DRH. Voilà. Le médecin du travail, bien évidemment, qui est au courant de tout ça et qui est un acteur important et dont, en 2021, son cadre d'action a été réaffirmé et étendu par rapport à ces situations-là. Bien évidemment, le CSE, bien évidemment, la commission spécifique du CSE, les représentants du personnel, et bien évidemment, après, la direction ou les directions. Donc, soit votre direction afférente immédiatement, la direction des soins, la direction médicale, la direction générale, etc. Mais bien évidemment, la hiérarchie. Donc, les voies externes, ne pas hésiter à se rapprocher du défenseur des droits. C'est une structure qui est ouverte à tous et qui est gratuite et qui peut vous aider, vous orienter. L'inspection du travail aussi est là pour accueillir, orienter, écouter et voir se rapprocher des directions et des employeurs s'il y a besoin. Ça ne veut pas dire sanction, ça veut dire travailler ensemble pour construire. Et bien évidemment, toutes les associations SOS Racisme, Homophobie, 3 petits points, et on peut aller jusqu'au pénal. Bien évidemment, l'extérieur. Donc, du coup, le pénal, c'est déposer une main courante, déposer une plainte. Il faut qu'elle soit acceptée par le procureur il faut qu'elle soit acceptée pour qu'après, elle puisse être passée en justice. Et puis, pour l'auteur, ne pas oublier qu'à partir du moment où un auteur est reconnu et que l'enquête interne montre qu'il y a eu, en effet, une mauvaise intention de la part de la personne ou des personnes qui ont posé l'acte ou les mots, ça peut aller donc ces sanctions disciplinaires, donc ça repose la question de revoir peut-être j'oublie le nom, les codes disciplinaires internes, c'est de revoir aussi, donc ça peut aller jusqu'au licenciement, ça peut, quand ça passe au niveau pénal, c'est jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.
Et pour l'établissement, si rien n'a été fait et qu'il est prouvé qu'il est en tort, hein, entre guillemets, eh bien, il y a la responsabilité civile si il va devoir indemniser les victimes. Donc, du coup, c'est pas neutre. Il y a vraiment une volonté de poser les choses. Pas si simple que ça, mais il y a une volonté de poser les choses. Donc, voilà sur rapidement la dimension pénale, Très légale. bien, Sandrine. Est-ce qu'on a des éléments sur l'impact du sexisme et des discriminations? Alors, complètement. Donc là, je vous ai fait une petite infographie par rapport au dernier rapport des droits des défenseurs des droits. Et puis, vous pouvez aussi aller sur .gouv et voir le dernier baromètre qui a été édité pour le sexisme en 2026, donc sur 2025. Ce qu'on voit, c'est que les personnes les plus atteintes dans la discrimination sont les personnes en situation de handicap, 80%. Que les principaux comportements sexistes s'exercent sur des femmes pour la grande majorité, puis après, ce seront pour des personnes qu'on va catégoriser d'homosexuels ou de trans. On sait que aussi il y a de la discrimination pour 36% sur les personnes perçues comme non blanches ou voilà. Du coup, on n'est pas nécessairement très bon sur nos discriminations et on a une discrimination qui est quand même super ancrée, qui est celle du handicap. Comme si le fait d'être en situation de handicap faisait que ces personnes-là n'étaient plus capables de quoi que ce soit. Or, un handicap ne réduit pas une personne, ne l'essentialise pas et ne l'empêche pas, bien évidemment, d'être acteur dans la société. Les femmes, donc du coup, malgré que la société française soit celle qui ait le taux d'activité féminin le plus important de tous les pays occidentaux, les femmes en milieu de travail sont quand même celles qui subissent le plus des discriminations. Et puis après, on va voir bien évidemment la dimension sexuée, comme je vous disais, avec le côté LGBTQ+, les seniors, et puis la maternité. Encore aujourd'hui, être enceinte pour une femme, c'est pas si simple que ça et qu'on voit que ça a une incidence sur la rémunération, sur l'accès à l'emploi dans le même emploi qu'on avait précédemment. C'est comme si ça s'arrêtait puis du coup elle redémarre à zéro. C'est assez fréquent. Et puis, de la même manière, comme si le fait de devenir mère pour une femme, ça voulait dire que non-disponibilité au travail et donc du coup des opportunités qui lui passent sous le nez. Voilà. Les conséquences, puisque Guillaume, tu me posais la question, c'est que quand même, on n'est pas bon, on subit les choses. 70% des situations ne sont jamais signalées. C'est-à-dire qu'on les voit ou qu'on les conscientise pas nécessairement non plus, mais toujours est-il, on ne les dénonce pas. Et quand elles sont dénoncées, c'est la personne qui est victime qui perd dans 95% son emploi. Donc, il y a un impact très fort sur la discrimination et le sexisme. Et pas pour nécessairement la personne qui pose l'acte, mais pour la victime. Voilà. Autre cas qui favorise la discrimination et le sexisme, c'est ce que j'ai appelé les angles morts, c'est la symétrie hiérarchique réelle ou symbolique. C'est le fait de alors on entend beaucoup ce mot-là aujourd'hui de domination, c'est le fait qu'en fait, dans la santé par exemple, c'est le pouvoir magique du médecin. Le médecin arrive, eh bien on va se ranger à son opinion. Donc du coup, ça n'a rien à voir avec l'individu, c'est le statut. Et c'est ça en fait, c'est cette asymétrie-là. Donc si on met un statut symbolique, auquel on ajoute un comportement qui n'est pas nécessairement pensé comme sexiste ou pensé comme discriminant, et bien du coup, on arrive à un phénomène de domination. Si on reprend l'actualité, c'est ce qu'on prend Bruel, en fait, on lui reproche ça. Il y avait toutes les femmes qui voulaient aimer, ce qu'il fait, il agit par domination.
Donc, il assujettit l'autre. La domination, c'est vraiment l'idée d'assujettir, ce qui fait que l'autre en face n'a pas la possibilité de s'exprimer ou de dire les choses. Parce que s'il dénonce, eh ben, comme par hasard, il va perdre son emploi. Et donc, la répartition et le contenu des activités de travail. Donc, du coup, c'est quand on voit que majoritairement, les femmes sont soignantes, IDE, secrétaires, etc. Et puis, du coup, on va voir que dans cette répartition-là, eh bien, ça va favoriser une lecture sexiste du travail et une lecture discriminatoire du travail. Du coup, c'est aussi ce que je vous donnais l'exemple tout à l'heure sur la discrimination intersectionnelle, c'est les critères de compétences perçues. Donc, la question de la virilité. Il faut être viril pour faire les choses. Par exemple, il faut des hommes en psychiatrie. Voilà. Ce qui est très compliqué puisque majoritairement, dans les écoles d'IDE, ce sont des femmes, y compris chez les AS, quoi. Et pour autant, il y aura une survalorisation. Alors, est-ce qu'on en a nécessairement conscience quand on recrute? Oui. Mais ça, c'est des schémas de pensée. Et puis, la culture du silence, et ça, c'est vraiment le cas dans la santé, où il y a la culture du silence, donc de la confidentialité, eh bien, fait que on ne dénonce pas, on ne dit pas. Et combien de fois, moi, j'entends des cadres de santé qui me déposent des situations, je leur dis, écoutez, c'est tout à fait intéressant, votre situation. Pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez des témoignages, il faut que ce soit factuel. Et là, elles me disent, ou ils me disent, mais écoutez, c'est pas possible, j'ai essayé d'avoir des témoignages, mais ils ne veulent pas témoigner. Vous le dites, mais vous rapportez, mais sans me dire que c'est moi. Non, ça ne marche pas. Il faut être responsable de son opinion et de ce qu'on a dit, ou vu, ou ce qu'on dont a été témoin. Donc voilà pour les angles morts. Anne-Sandrine, il reste une toute petite dizaine de minutes. Juste je me dépêche. Non, mais juste pour te dire, voilà. Ouais. Donc, du coup, l'intersectionnalité, ça, j'ai déjà vu, je l'ai revenu. Du coup, voilà, ça provoque bien évidemment des conséquences en termes de santé, parce que tenir tout, c'est pas si simple que ça. Donc, ça provoque du coup des univers de travail conflictuels, des personnes qui se désengagent parce qu'elles se mettent en protection et parce que c'est épuisant de tout tenir. C'est bien évidemment de la perte d'expertise et du turnover. Les gens ne sont pas maso, ils s'en vont. Et aujourd'hui, quand on a les moyens d'avoir des bagages suffisants, eh bien, on va les voir ailleurs. Voilà. Et puis, bien évidemment, ça va dégrader la relation avec l'usager, quel qu'il soit. Ok, avec ces différents éléments-là, quelle piste, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Alors, concrètement, ce qu'on peut faire, c'est nommer ce qu'on voit. C'est-à-dire, il y a 3 réflexes. Un, c'est nommer ce qu'on voit. À partir du moment… Donc, nommer, c'est ce que tu viens de me dire ne me convient pas. Je ne suis pas d'accord avec toi, s'il te plaît, pas de cette manière-là. C'est vraiment dire qu'on n'est pas d'accord, parce que si on ne conscientise pas nos comportements, ça ne marchera pas. C'est soutenir des collègues qui peuvent subir de la discrimination. C'est soutenir des collègues aussi en disant, voilà, tu te rends compte de ce que tu as dit, reprendre la personne. Voilà, ça c'est le premier truc, c'est nommer ce qu'on voit. C'est la première des batailles déjà. Deuxième, et là on va retrouver, c'est-à-dire deuxième réflexe, c'est si en effet c'est récurrent, c'est systématique, et voilà, eh bien c'est ce que vous voyez, non seulement vous l'avez nommé auprès de l'auteur ou des auteurs, mais en plus vous faites un témoignage et vous déposez auprès de l'ARH, du référent en harcèlement, auprès de la personne chez vous, dans votre établissement, qui est en capacité de pouvoir recevoir ce témoignage et cette preuve d'une action discriminante ou sexiste. Et puis, peut aussi être soutenu pour des personnes qui ne sont pas en capacité d'aller voir en interne les personnes qui s'occupent de ces sujets-là, et bien d'aller voir les associations qui s'occupent de ça. Voilà. Et aussi, très important, ne peut pas soutenir ses collègues qui subissent ça, si on le constate, bien évidemment,
et leur demander s'ils sont OK pour agir. Parce qu'en fait, sur des phénomènes de discrimination et de sexisme, on a tendance à les intérioriser et voir des fois des effets de sidération. Et donc, du coup, comme on subit, on n'est pas toujours en capacité, quand on est victime, d'être capable de verbaliser et d'apporter son témoignage. Donc, certes, c'est super d'avoir des collègues qui viennent vous aider, d'avoir des amis qui viennent vous aider, d'avoir un entourage qui vient vous aider, mais cet entourage, si c'est nous, on ne peut pas le faire à la place d'eux. Si en effet, la personne vous dit « je ne suis pas en capacité de faire, mais tu peux en effet être mon porte-parole », là, vous pouvez agir. Donc, ne demander avant d'agir, ne pas parler à la place de la victime si elle ne veut pas, et plutôt l'aider à verbaliser et l'accompagner dans la quête, dans la capacité de verbaliser et du vécu de ce qu'elle a subi. Documenter ce qu'on a vu, ça revient au premier, c'est-à-dire on écrit, on rappelle les faits, on rappelle les mots, on rappelle les témoins présents, et puis ne pas promettre le silence. On arrête de dire oui, j'ai vu, je sais, tu ne veux pas en parler, donc je me tais. Non, ça c'est pas possible. C'est oui, j'ai vu, je vois que pour l'instant tu n'es pas en capacité d'en parler. Par contre, excuse-moi, je ne peux pas me taire. Il faut faire connaître ça. La principale raison de la continuité des comportements sexistes, je parle bien même de tous en fait, et discriminatoires, c'est le fait que nous n'en parlons pas. On l'accepte comme la norme. Et puis, si vous êtes témoin, prendre soin de vous, bien évidemment. Ne vous êtes pas au milieu du feu et ne vous faites pas brûler. Donc, un petit modèle d'intervention pour vous, rapide, 4 R, repérer, réagir, relayer, réparer. Voilà. Repérer, ça c'est tout un chacun. Réagir, c'est tout un cas chacun. Relayer, trouver les bons interlocuteurs auprès de qui sont des spécialistes, qui vont vous aider, qui vont vous amener à construire ce qu'il faut construire pour, faire reconnaître le tort, vous permettre de vous reconstruire. On ne peut pas se reconstruire si c'est pas nommé, si c'est pas dit et si c'est pas du coup relayé par les instances qui sont en capacité de prendre à bras le corps le sujet. Donc le petit 4 R, le modèle des 4 R. Et, en conclusion, Anne-Sandrine ? Alors, en conclusion, ce que je vous propose, c'est du coup 3 idées. C'est le sexisme et les discriminations ne sont pas uniquement des situations extrêmes, c'est-à-dire que du coup, à chaque fois qu'on en parle, c'est des trucs extraordinaires. Non, c'est du quotidien. Je vous le rappelle, c'est la blagounette de la blonde, c'est combien de fois on entend quoi. C'est fréquent. Un homme ne peut pas faire deux choses en même temps. C'est tous ces sujets-là. Donc, ils se manifestent dans des comportements ordinaires. Et tant qu'on aura des comportements ordinaires, bien évidemment, nous aurons des événements extraordinaires. Deuxième chose, c'est que tout professionnel, quel qu'il soit, a son rôle à jouer dans la prévention. Et la première prévention, je le rappelle, c'est repérer, identifier, relayer. Et donc, du coup, on peut donner l'alerte. Et du coup, un environnement respectueux, c'est-à-dire si on veut être bien au boulot, si on veut arrêter de se prendre la tête, si on veut être on n'a pas besoin d'être potes au travail. Mais par contre, on peut se respecter les uns les autres dans notre singularité, notre différence, dans notre genre. Et ça favorisera quoi ? Une meilleure qualité de vie au travail. C'est-à-dire que du coup, ce sera plus plastifié, ce sera plus facile, et on aura des satisfactions individuelles et collectives. Inévitablement, ça va favoriser l'engagement. Si je ne suis pas agressée au travail, du coup, je vais me dévoiler plus et on va se dévoiler plus. Et bien évidemment, la prestation auprès des usagers, ne sera que meilleure parce qu'on sera en capacité de recevoir leur singularité. Donc, ça a un côté un petit peu cuicui les petits oiseaux, mais c'est vrai, c'est très vertueux en fait quand ça marche. Donc, attention avec l'établissement. Le droit ne demande pas à l'établissement d'être parfait, d'accord ? Il n'y a pas de truc parfait. Il lui demande d'agir. Donc, ce qui veut dire que peut-être la première chose à faire dans l'établissement, c'est de réfléchir à se dire, est-ce qu'on peut déjà mesurer ? Est-ce qu'on peut voir si, en effet, il y a des propos sexistes ?
est-ce qu'en effet, on peut faire une petite campagne pour alerter sur ce que c'est? Et puis, de faire savoir que quand vous subissez ça, ça, ça et ça, n'hésitez pas à aller voir un tel ou un tel, parce que, eh bien, on sera là et on va vous écouter. Voilà. Nommer des voix pour agir et refuser le silence. Un bon petit, pour diffuser cette culture de prévention sur la discrimination et sur le sexisme, vous avez un très bon petit, une petite vidéo de Tout le monde s'en fout qui s'appelle Tout le monde s'en fout le sexisme. Et Tout le monde s'en fout le sexisme, c'est super. En 3 minutes, il vous dit tout. Voilà. Et ça peut être un très bon électrochoc. Et demain, Anne-Sandrine? Alors, et demain, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on soit plus inclusif dans un environnement de travail plus respectueux et plus inclusif? Déjà, c'est d'accepter qu'on n'a pas besoin d'avoir des clones au travail, hein, mais que c'est bien des singularités, que c'est le meilleur moyen de réfléchir, de s'enrichir, de répondre aux défis du travail, c'est de se nourrir de la diversité des uns et des autres, parce que plus on est différent, plus on est créatif. Et c'est peut-être ça un de nos ressorts. Voilà. Et puis, c'est de montrer qu'il y a des limites et de poser des limites pour que chacun se respecte. Voilà. Par rapport aux deux petites, situations par lesquelles j'ai commencé, en fait, les deux sont bien évidemment des situations qui relèvent du sexisme et complètement, et de la discrimination. Par contre, elles sont, je les ai un peu complexifiées du fait par de l'intersectionnalité. Et ça, c'est des propos du quotidien. Voilà. Alors, il me semble que dans le document, effectivement, tu as parlé de ce site internet .gouv, et puis tu avais aussi une autre source. Alors, il y a le source des défenseurs des droits, j'ai oublié un S, des droits de l'homme. Donc, vraiment, là, allez sur leur site. Ils vont vous expliquer, alors ils ont des rapports annuels, ils ont des rapports spécifiques sur certaines choses, ils vous disent comment vous pouvez prendre contact avec eux, ils sont en aide, ils ont plein de petits livrets d'aide, etc. Et .gouv, en fait, vous mettez discrimination, sexisme, .gouv, et vous avez donc le cadre légal, bien évidemment. Vous avez des tas de petits guides pour savoir comment faire, de quelle manière, etc. Comment faire une procédure d'alerte, quelles sont les politiques RH qu'on peut mettre en œuvre, etc. Dans quel cadre on peut l'installer, au niveau des accords qu'il y a dans l'établissement, etc. Donc, vous avez vraiment énormément de documentation. Rien que .gouv et le défenseur des droits, c'est déjà super. Voilà. Alors, je vais arrêter le partage, Anne-Sandrine. Et puis, du coup, toi, tu as accès au chat pour voir effectivement s'il y a, oui, je vais le mettre. S'il y a quelques questions, parce que je vois que l'heure avance. Ouais. Voilà, on peut peut-être prendre encore 1 ou 2 minutes, hein, et puis après vous libérer, parce que voilà, s'il y a 1 ou 2 questions, n'hésitez pas. Donc c'est comme je l'ai dit, hein, voilà, dans le chat, et je ne l'avais pas précisé, donc on a filmé, donc ça sera disponible en replay, et puis effectivement on vous fera parvenir aussi, enfin voilà, le diaporama que Anne-Sandrine vous a présenté. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions. Enfin voilà, en tout cas, beaucoup de remerciements, Anne-Sandrine, par rapport à ce webinaire. C'est juste, je dirais, c'est un amuse-bouche, hein, c'est juste pour poser vraiment qu'est-ce que c'est. Mais déjà, si on arrivait à arrêter le sexisme ordinaire et la discrimination Ah, il y a une dame qui demande une question. Quelle fonction occupez-vous, Anne-Sandrine d'Audrey? Quelle fonction j'occupe moi? Oui, mais je pense que peut-être qu'Audrey a dû arriver. Alors moi, en fait, de formation, je suis sociologue du travail et des organisations. Et donc, du coup, mon sujet de recherche, quand j'ai fait mon doctorat et quand j'étais enseignante-chercheur, c'était entre autres ces sujets-là et tout ce qui est autour des relations de travail et des conditions de travail. Voilà. Et puis, au GRIEPS, je suis responsable du domaine management et droit. Voilà. On a une question. Oui. Du centre Montfort, donc n'hésitez pas. Si vous avez aussi donc un micro pour poser la question, et puis si vous avez aussi une caméra, n'hésitez pas à prendre la parole.
Bon, Du coup, visiblement, moi, j'ai donné. ouais. Ok. Ah, ok. La personne s'est trompée, aucun souci. Bon, bah, très bien. On se laisse une petite minute, voilà, s'il n'y a pas forcément de Alors, il questions, y de a remarques. quelqu'un là qui montrait, en effet, il y a les rapports qui montrent que Ah, le sexisme hostile est en recul, mais les travaux montrent que la première forme de sexisme existe toujours. Et oui, bah oui, parce que c'est le sexisme ordinaire, et le sexisme ordinaire, c'est lié à nos façons de penser, c'est-à-dire que c'est notre éducation, c'est vraiment, et c'est intrinsèque à ce qu'on est, quoi. Donc, c'est lié à la culture, et en effet, ça reste. Et les mouvements masculinistes aujourd'hui n'arrangent pas les choses. Voilà. bon, ben, proposez-vous des modules sur la prévention des VSS? Oui, il y a une formation. Hmm. Oui, il y a une formation. Et en fait, il y a 2 formations. Il y a une formation qui est vraiment que sur ça, donc y compris jusqu'à l'agression sexiste. Et puis, du coup, comment on peut faire construire quelque chose dans l'établissement. Et puis, on a une deuxième formation qui est qui comprend aussi les discriminations. Donc, un peu comme je l'ai fait là, dans les 2 cas. Oui, oui, tout à fait. Ok, il y a une question. Ah, Oui, Je me permets de vous appeler oui, par allez-y. oui. Allez-y, Bonjour. allez-y. Merci déjà, c'était super intéressant. J'avais une question par rapport à une des situations que vous avez présentées où vous nous demandiez si c'était du sexisme, de la discrimination, ou bien les deux. Et c'était par rapport à la femme enceinte, qui Oui, me semble écartée peut-être de réunion. Ce qui m'a fait douter, c'est que vous avez dit à la fin de votre phrase que elle était écartée de réunion, je ne sais plus si c'était vraiment de réunion, mais pour son bien. Donc, c'est le fait que vous disiez que ce soit pour son bien. Je ne sais pas si je pense que c'est de la part de l'employeur dans votre situation, mais je sais. Enfin, ça m'a fait douter sur le côté discriminant. ouais. Alors, en fait, j'ai fait exprès de mettre pour son bien, parce que c'est des choses que moi j'entends. En fait, on va dire pour son bien, on évite qu'elle fasse ceci ou qu'elle fasse cela. Et en fait, si je reprends cette situation-là, bon, une femme est enceinte, jusqu'à présent, la grossesse n'est pas une maladie. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Si je suis dans un univers professionnel qui peut altérer la santé de cette femme enceinte, bien évidemment, en tant qu'employeur, je dois lui faire connaître et lui faire savoir qu'à certains moments, il y a des choses sur lesquelles on va lui faire comprendre, on va lui dire, ça, vous ne ferez plus pour des questions de santé. Mais c'est pas son bien. Le côté son bien, c'est paternaliste. Et surtout, c'est infantilisant et on ne fait pas appel à la personne en lui disant est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, est-ce que vous comprenez, etc. C'est une des raisons pour lesquelles, alors, les femmes arrêtent très tôt quand elles sont enceintes parce que, en fait, très difficile de se maintenir dans l'emploi. Et du coup, puis il y a l'autre côté, il y a les médecins qui pétochent aussi et qui du coup arrêtent très tôt. Donc, alors que potentiellement, il y a des tas de femmes qui sont, des fois, il y a même des femmes, c'est leur meilleur moment de forme, et elles se trouvent dans des situations, pour leur bien, on les met sur une voie de garage. D'accord, je comprends mieux la nuance. Oui. Merci beaucoup. Oui, c'est très clair. Merci Oui. pour la question. Le référent harcèlement doit-il suivre une formation en particulier? Oui, il y a des formations particulières pour le référent harcèlement qui sont soit faites par les syndicats, soit faites, il faut regarder sur .gouv et ils vous disent auprès de qui vous pouvez faire ces formations. C'est des formations bien balisées. Ok, bon, une remarque, difficile d'éviter le sexisme quand on est soignant femme avec une DRH plutôt masculine. Voilà. Faites-vous une différence entre le référent VSST, harcèlement et égalité? Alors, reprends ta question, parce que je ne l'ai pas vue, celle-là. Ouais, alors c'est l'avant-dernière question sur le chat. Faites-vous une référence entre le référent VSST, harcèlement et égalité? Alors, oui, parce que l'égalité, c'est dans le rapport alors, ça dépend de votre établissement. Si c'est un gros établissement, vous avez un accord d'entreprise égalité au travail. Et donc, du coup, le référent égalité, il va être sur la dimension salaire, il va être sur la dimension promotion, il va être, voilà. Donc, c'est des indicateurs qui sont très liés avec les indicateurs qui sont liés au cadre légal. Et le référent harcèlement, on va être vraiment sur des situations de sexisme. Voilà.
la pyramide, hein, les quatre situations. Voilà. Ok. Il y avait le centre Montfort qui disait quel recours quand plus personne. Alors, quel recours pour vous faire entendre, vous pouvez passer par un tiers qui peut être une association. Vous pouvez passer par un tiers. Alors après, suivant la situation, si c'est une situation, je dirais, de sexisme ordinaire, voilà. Là, bien évidemment, vous pouvez passer par les syndicats pour faire connaître ces situations-là et comme quoi vous pouvez aussi, si c'est par contre quelque chose, je prends l'exemple du sexisme hostile, là, bien évidemment, vous pouvez passer par l'inspection du travail pour en faire prendre conscience. Vous pouvez passer par un dépôt de plainte. En règle générale, un dépôt de plainte, ça fait un électrochoc. Hein. Voilà. C'est du coup, voilà, il y a des choses à faire. Mais je vais vous donner un exemple sur une situation comme ça. Dernièrement, donc, c'est un groupe que je suis depuis plusieurs mois, et il y avait une situation qui était de violence systématique dans le groupe de professionnels, dans le collectif, et la cadre avait bien identifié, a fait des alertes 1 fois, 2 fois, 3 fois auprès des personnes concernées, de sa hiérarchie, de la DRH, etc. Et c'était pas entendu. Et puis, c'est avéré qu'une des victimes de ce système de violence institué au sein du collectif de travail a touché une jeune CDD. Et cette jeune CDD, une jeune professionnelle, eh ben, on ne l'est pas laissé compter. Elle a été portée plainte et elle a déposé sa plainte à la direction directement. Ah, vous inquiétez pas que là, ça a coupé court à tout. Voilà. Donc, des fois, il faut faire des petits électrochocs. Voilà. 2 dernières questions et puis du coup, on arrête. Du coup, le défenseur de droit se déplace-t-il en établissement? Toujours du Alors d'abord, c'est une instruction sur dossier. Et il peut se déplacer. Il peut en fait, quand vous, il peut considérer que votre situation, la situation de votre établissement, est une situation représentative. Et donc, du coup, il peut travailler avec vous sur votre situation. Mais toujours est-il, il viendra vous aider dans la démarche. L'idée du défenseur des droits, c'est vraiment de l'aider. Hein. Et alors, est-ce que le référencement doit être obligatoirement un salarié RH? Alors, un salarié, oui. RH, non. Membre du CSE, non. Il peut, en fait, c'est le directeur, le responsable de l'établissement, directeur, directrice, qui réfléchit avec le DRH pour voir quelle est la personne la plus pertinente. Et selon, en fait, ça dépend des cultures d'établissement, ça dépend de la philosophie de l'établissement, ça dépend de la culture RH de l'établissement, mais il faut que ce soit impérativement un salarié de l'établissement, mais par contre, il n'est pas nécessairement RH. Voilà. Bon. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention à tous. Et pour merci à toi, Anne-Sandrine. C'était très clair. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Ok, ça marche. Allez, merci Anne-Sandrine. Au revoir. Au revoir.